j'ai placé mon premier thermomètre automatique à l'entrée et à la sortie d'un étang en 1997. Bon an, mal an, il y en a un certain nombre qui fonctionnent. Au début, quand j'assurais la maintenance tout seul. Ensuite, j'ai eu un certain nombre de doctorants. Je les remercie pour certains d'être ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous fais un prix de gros avec environ 2 millions de données. En fait, c'est un peu plus si je compte toutes les données de mes doctorants, c'est un peu moins si je compte que les miennes propres. Bon, voilà, c'est pour fixer, ça s'appuie sur environ ce chiffre-là. Alors, en ce qui concerne les miennes propres, j'ai en fait trois types de thermomètres. 70% des données, c'est l'écart entre la sortie et l'entrée de l'étang. C'est la chose la plus instinctive. C'est ce sur quoi les autorités veulent s'appuyer en fait en général pour dire quel est l'impact de l'étang. Bon, ben, on mesure la température à la sortie, on mesure la température à l'entrée et puis on fait l'écart entre les deux. Et du coup, j'ai surtout au début de mes recherches vraiment privilégié cette localisation, en fait, d'où le fait que plus de 2 tiers des données sont constituées de celle-ci. Ensuite, il y a une deuxième série qui est de placer, comme ici, des bouées avec des chaînes de bouées à la verticale et des thermomètres à toute la profondeur à l'intérieur du plan d'eau pour comprendre son fonctionnement. Alors, en général, dans mes propres travaux, j'en mettais une seule à l'endroit le plus profond. Mais des doctorants, et en particulier Quentin Schoeffel, a fait sa thèse sur justement le fait d'en mettre plusieurs et de voir quelles étaient les différences à l'intérieur du plan d'eau. Et puis enfin, 12% des données, c'est le suivi plus en aval. Je dirais, je m'excuse de vous demander pardon d'être géographe, c'est une spatialisation des mesures. Notre principe est que, admettons qu'il y ait un impact fort. Ici, pour des organismes vivants, je pense que les organismes vivants ne vont pas faire exprès de choper l'impact le plus fort en restant là s'ils ont des possibilités de s'en éloigner. Et en tout cas, il est évidemment important de voir quelle est la distance possible de rétablissement des données fluviales si on prend ce point d'entrée comme étant le point de référence. Bon, du coup, cela correspond à une trentaine d'étangs, essentiellement des étangs limousins, et plus encore des étangs du centre-ouest de la France. Bon, mes propres recherches, ces étangs limousins et quelques-uns dans le centre Val-de-Loire. Et puis les recherches de mes doctorants, ça a été largement le centre Val-de-Loire et par l'intermédiaire de Quentin Schoeffel, les Vosges. Au total, du coup, ça fait une vingtaine plus une dizaine, c'est-à-dire une trentaine d'étangs suivis depuis 1997, avec évidemment des moments d'arrêt. Alors, je vais utiliser un plan tout simple en 3 parties qui correspond en fait aux 3 séries de données. Et je vais commencer par ce à quoi tout le monde s'attend d'abord, c'est-à-dire à quel est l'écart entre l'entrée et la sortie d'un ruisseau à différentes échelles de temps. J'ai décidé de faire simple, de commencer par les moyennes, qui sont évidemment intéressantes parce qu'elles brassent beaucoup de données, mais qui ont l'inconvénient, par exemple pour certains dégâts biologiques, de ne pas tenir compte du fait que un instantané qui est grave, voilà, c'est grave si par exemple une température létale est dépassée, en quelque sorte les moyennes ne servent plus à rien. Mais, donc les deux sont évidemment intéressantes. Alors sur les 3 types d'étangs, dans les étangs à déversoir de surface, comme ici l'étang des Houssines sur le plateau de Millevaches, avec ses moyennes calculées sur 8 ans de mesure et 7 étangs limousins, on a une moyenne annuelle de 2 degrés de réchauffement, on a une moyenne estivale de 4 degrés de réchauffement en juin, juillet, août, et on a une moyenne mensuelle du mois le plus chaud. Alors en général c'est juillet, mais il y a évidemment des années où c'est juin et d'autres où c'est août. Un mois le plus chaud de réchauffement de 4 degrés et demi.
Ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est d'appartenir au type d'étang à déversoir de surface. Et en fait, j'ai pris des mesures dans des étangs d'environ 1 hectare, un peu moins, même 0,6 pour le plus petit, dans des étangs de 0,8, des étangs de 1,2, des étangs de 1,6, des étangs de 15 hectares, des étangs d'une quarantaine d'hectares, un étang d'une centaine d'hectares. Et en fait, y compris avec aussi des profondeurs très différentes, on trouve à peu près toujours les mêmes chiffres. Franchement, vous mettez juste un chiffre après, vous mettez juste plus 2,1 ou plus 2,2, et en fait, les autres variables sont plus importantes que celles-ci. Du moment qu'on a le statut, en quelque sorte, d'étang déverseur de surface, les dimensions de l'étang importent relativement peu et donnent assez peu de différence. Alors, dans un étang à moine, les différences sont plus grandes et dépendent de la profondeur. Ici, sur ceux sur lesquels j'ai des longues séries de données, parce que j'ai des étangs à moine avec des courtes séries de données, sur ceux où j'ai 5-6 ans de mesure, eh bien, là, j'ai une moyenne annuelle de réchauffement d'1 degré, une moyenne estivale juin, juillet, août de 3 degrés et une moyenne mensuelle du mois le plus chaud. Et là, c'est plus souvent août que juin ou juillet dans les étangs à moine, c'est parce que c'est décalé en fin d'été, de 4 degrés. Vous voyez qu'on a donc, contrairement à une idée qui traîne parfois, on dit les étangs à moine rafraîchissent l'eau ou bien la réchauffent très très peu. Certes, c'est un peu moins que les étangs à déverseurs de surface, mais à vrai dire, les réchauffements ne sont pas négligeables. Alors, pour les étangs à dérivation, j'ai moins de données, je les ai étudiés plus récemment. Et surtout, il y a tellement de différences qu'on a du mal à calculer des moyennes, parce que chaque étang est très différent d'un autre. Alors, en s'appuyant aussi sur, évidemment, la thèse de Camille Millot, qui, elle, avait fait l'ensemble de sa thèse de doctorat là-dessus, et sur mes données, peut poser la question d'une moyenne annuelle aux alentours de 0,25 degrés, d'une moyenne estivale aux alentours de 0,5 degrés et d'une moyenne mensuelle aux alentours d'un réchauffement de 0,8 degrés. Il semble que là, le critère soit très très largement un critère de qu'est-ce qu'il y a en plus de la dérivation? C'est-à-dire qu'il y a un confluent entre le chenal de contournement et la sortie de l'étang, et si c'est un déversoir ou si c'est un moine, il y a des variations entre les étangs qui sont très très importantes, et aussi il faut bien reconnaître que même s'il y a des verseurs et des versoirs, moine et moine, tout de même, il y a une grande proximité. Tandis que les dérivations, il y en a certaines qui ont des contrepentes, qui ne sont plus du tout calibrées comme elles étaient au départ, où il y a un petit filet d'eau, où il y a, et il y en a d'autres qui sont des dérivations, je dirais, très neuves, qui fonctionnent comme quasiment de véritables cours d'eau. Et là, les différences sont vraiment très grandes. J'avoue que j'ai plus de mal à donner des moyennes dans un étang à dérivation. Hein, cette recherche reste en cours. Alors voilà pour les moyennes. Sur les températures instantanées, alors attention, hein, je dis instantanées, je ne dis pas ponctuelles. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avec un thermomètre manuel 3 fois dans l'été pour dire, voilà, c'est une température ponctuelle. Je parle d'instantané, c'est-à-dire que j'extrais les records dans un ensemble où j'ai des centaines de milliers de données. Donc ça donne forcément, parce qu'on n'en a jamais raté une seule, donc ça donne forcément des extrêmes qui sont des records et qui sont donc très élevés. Alors, dans les étangs à déversoirs de surface, on peut avoir jusqu'à 12-13 degrés selon les étangs. Par exemple, en 7 années en continu de mesure horaire à l'étang des Oussines sur le plateau de Millevaches, on a eu un record de plus 12,6 degrés entre l'entrée et la sortie. Et alors, le record de tous les records, c'est-à-dire de tous mes étangs à déversoirs de surface sur, à vrai dire, une vingtaine d'années au total, et là, 7 ans continus sur celui qui est cité, c'est plus 13 degrés 9 dans l'étang du Teil, qui était un petit étang à déverseur de surface d'1 hectare,6. Dans les étangs à moine, on a des maxima instantanés de réchauffement qui peuvent être très élevés aussi. Sur celui sur lequel j'ai les données les plus longues, l'étang de la Pouge, une trentaine de kilomètres à l'ouest de Limoges, on a pu atteindre 8 degrés et demi de réchauffement instantané.
Et dans les étangs à dérivation, alors le nombre de données est moins nombreuse, mais là, on n'a jamais dépassé 4 degrés. Par exemple, 3,0 degrés à Usura, dans la banlieue de Limoges, ou 2,5 degrés en Creuse, dans l'étang des Ribières, au Monteil-au-Vicomte, dont vous avez une photographie ici, avec donc le chenal de contournement et le fond de l'étang, et la sortie de fond, et la température qui est prise au-delà du confluent. Alors, quelques résultats maintenant qui confinent un petit peu plus, je dirais, aux causes. C'est-à-dire que là, j'ai donné des chiffres descriptifs d'écart entrée-sortie. Si je passe à la deuxième série de données, ce qui se passe à l'intérieur de l'étang, en fait, je vais le dire simplement, ça permet de comprendre les raisons pour lesquelles on a des différences et des écarts. Et ça permet aussi de jouer donc sur l'explication du réchauffement et sur la modification des rythmes, le cycle saisonnier, le cycle diurne et éventuellement l'irrégularité. Eh bien, dans les étangs à déversoir de surface, je les reprends donc maintenant, hein, les types d'étangs, mais j'explique un peu ce qui se passe dedans. Les rythmes de réchauffement dépendent assez simplement du processus de l'insolation, c'est-à-dire de la manière dont les radiations solaires entrent à la surface de l'étang, et de la destruction possible de la stratification thermique, hein, du fait que des couches d'eau de température et de densité différentes sont posées les unes au-dessus des autres, par le processus de la convection libre, c'est-à-dire que l'étang va se déstratifier tout seul si, en contact avec l'atmosphère, il y a un refroidissement de l'atmosphère. Le fait que ce soit ces processus qui sont importants provoque le fait que le réchauffement maximum à l'échelle annuelle, eh bien, il est au début de l'été et, à vrai dire, à proximité du solstice. C'est-à-dire que finalement, on a des très très forts réchauffements qui tournent aux alentours du 21 juin, et quand on s'en éloigne, on a des réchauffements moins importants, et on voit bien l'importance de la radiation solaire qui rentre. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel et où la radiation solaire chauffe le plus l'étang au soleil. Et d'autre part, dans le cycle diurne, et je parle ici des journées estivales, c'est plutôt en soirée que le réchauffement est maximum, voire en début de nuit. Si je reviens à l'échelle annuelle, je dois dire aussi que dans les étangs à déverseurs de surface, ça provoque le fait que il y a aussi des moments qui ne sont pas si rares que ça, où il y a un refroidissement, c'est-à-dire que l'étang refroidit le cours d'eau, hein. La température est plus froide à la sortie de l'étang qu'à l'entrée, et ça peut exister pendant plusieurs semaines d'affilée, et au total, ça arrive sur 3 ou 4 mois dans un certain nombre d'étangs à déversoirs de surface du centre-ouest de la France, quand on est dans la situation de stratification inverse, puisque je rappelle que la température de densité maximale de l'eau douce étant de 4 degrés, quand les températures passent en dessous de 4 degrés, c'est justement la température la plus froide qui provoque l'eau la moins dense, et qui fait que l'eau de surface se trouve être plus froide que l'eau profonde. Et comme on est ici dans des déverseurs de surface, eh bien l'eau qui sort de l'étang est en fait plus froide. Alors, si je veux simplifier encore, je dirais que pendant une journée d'été, qui est malgré tout ce que, quand on parle d'impact, les gens veulent entendre, bon, c'est pas compliqué. Quand il fait chaud et quand on a une journée ensoleillée, bon, le ruisseau, il est chaud quand l'air est chaud et quand le soleil tape dessus, et puis l'étang aussi. Mais il y a quand même un décalage de l'eau par rapport à la température de l'air. Et finalement, les deux maxima arrivent un peu après les deux maxima de température arrivent un peu après le maximum d'insolation. Alors, ceci dit, l'inertie de l'étang est plus importante à l'échelle diurne, si bien que en soirée et en début de nuit, le ruisseau qui rentre, il a déjà commencé à se refroidir, alors que la surface de l'étang, elle est toujours chaude, et donc c'est le moment où on a le maximum d'écart, donc de réchauffement, sortie-entrée. Dans les étangs à moine, le réchauffement maximum n'est pas en début d'été, mais il est en fin d'été, et
en ce qui concerne le cycle diurne, il est en fin de nuit et, à vrai dire, pendant quasiment toute la matinée jusque vers 10-11 heures du matin. Car là, les processus qui sont à l'œuvre à l'intérieur de l'étang et qu'on étudie avec les bouées sont très différents. En effet, ces rythmes, ils dépendent de la température d'entrée sol, à beaucoup de moments, et d'un processus qui n'est pas la convection libre, mais qui est la convection mécanique, la convection forcée de l'étang, c'est-à-dire, pour le dire clairement, des coups de vent qui détruisent la stratification thermique de l'étang et qui transportent les calories jusqu'en profondeur, puisque dans un étang à moine, l'eau est soutirée en profondeur. En fait, cette eau de fond, elle est relativement stable et parfois elle ne bouge que très très peu pendant plusieurs semaines d'affilée, même en été. C'est d'autant plus vrai que l'étang est profond dans les étangs à moine. Et comme cette température est assez constante, cette température de l'eau de fond, eh bien, la température de sortie est à peu près toujours la même. Bon, alors du coup, l'écart entre la sortie et l'entrée, en fait, dépend de l'entrée. Et donc, par définition, le réchauffement à la sortie est d'autant plus grand que le ruisseau s'est refroidi à l'entrée. Et d'autre part, comme le processus important, c'est celui de la convection mécanique, eh bien, c'est celle qui emporte les calories jusqu'au fond de l'étang. Le maximum de réchauffement, il arrive quand il y a eu plusieurs jours ou plusieurs semaines, je dirais caniculaires, avec vraiment une grosse radiation solaire, avec un réchauffement très important de l'étang. Donc la stratification a été intense, et puis il y a un fort coup de vent qui arrive derrière, par exemple un vent d'orage en plein été, c'est tout à fait possible. Et alors à ce moment-là, ça transfère les calories en profondeur, et on a un réchauffement maximum qui est provoqué par l'étang à moine. Et finalement, si je veux le dire d'une manière un petit peu brutale, l'étang à moine fonctionne d'une manière qui est parfois contre-intuitive par rapport à ce qu'on pense. Et en tout cas, très souvent, plus le cours d'eau est froid, plus l'étang le réchauffe, alors que dans les étangs à déverseurs de surface, eh bien, en fait, dans beaucoup de cas, le ruisseau d'entrée, il est déjà chaud, et en fait, l'étang le réchauffe encore plus. Enfin, pour les étangs à dérivation, les causes sont encore très différentes. Et le réchauffement dépend de la proportion d'eau qui est dans le chenal de contournement, et de la quantité d'eau qui sort de l'étang, soit par le fond, soit en déverseur de surface, et également de la manière dont la dérivation qui fait le tour de l'étang est plus ou moins ensoleillée ou plus ou moins ombrée. Avec donc là encore des grandes variations en fonction de la manière dont la dérivation et le répartiteur sont gérés et aussi sont aménagés. Ici, on voit le répartiteur de l'étang d'Usura après une année de fonctionnement, où du fait qu'il n'a pas été curé, les sédiments de la rivière Rance sont déjà très fortement accumulés devant le répartiteur, et modifient déjà la répartition d'eau entre la partie qui va dans l'étang ici et la partie qui contourne. Alors, à l'intérieur du chenal, eh bien, il se passe, cette fois-ci, il faut l'étudier d'une autre manière. C'est pas la bouée dans l'étang qui dit ce qui se passe. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du chenal de contournement. C'est pas une boîte noire. Je vous donne un exemple ici avec, alors les chiffres du haut sont les moyennes, chiffres du bas sont des instantanés lors d'une journée. Vous voyez qu'au niveau du répartiteur, à l'entrée du cours d'eau, vous avez une température de 18,41, et en restant dans la dérivation, il n'y a aucune influence de l'étang dans ce que je dis, parce que la sortie du moine de l'étang, elle est ici plus loin, et donc la confluence entre le chenal de dérivation et le moine, elle est en aval. Je ne vous montre pas ces chiffres-là. Là, c'est purement ce qui se passe à l'intérieur de la dérivation. Bon, vous voyez qu'à l'intérieur de la dérivation, vous avez en moyenne sur quelques centaines de mètres un réchauffement de 1,3 degré, et que certains jours, comme ici le 3 septembre 2019, eh bien, vous avez 16 degrés au début de la dérivation, et vous avez 18 degrés 43, c'est-à-dire à peu près 2,5 degrés de réchauffement à l'intérieur même de la dérivation. Et
cela nous permet de commencer à poser le jalon d'une question par laquelle on terminera, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui se passerait malgré tout s'il n'y avait pas d'étang? Parce qu'il y a quand même, il y aurait un cours d'eau qui traverserait quelques centaines de mètres d'un état et d'une situation qui demanderait réflexion. Troisième série de données, une fois qu'on a vu donc la description entrée-sortie et les causes, les processus qui fabriquent les différences entre les types d'étangs, comment évolue la température en s'éloignant de l'étang à l'intérieur du réseau hydrographique? Jusqu'où se propage vers l'aval l'effet de l'étang sur le cours d'eau? Alors, il y a une distance où cette influence est tout à fait mesurable, je dirais facilement, et que si on se place dans le cas le plus fréquent où l'étang a réchauffé le cours d'eau, eh bien, vu qu'il y a une sorte d'anomalie de réchauffement, en fait, quand on s'éloigne de l'étang, d'amont en aval, la température se refroidit, puisqu'elle tente à rétablir ses qualités d'avant l'entrée dans l'étang. Donc là, il suffit de mesurer, on est sûr que sur tout le segment où il y a refroidissement d'amont en aval, c'est que l'influence de l'étang reste importante. Au-delà, il n'est plus mesurable de la même manière, parce que de toute façon, quand ça recommence à se réchauffer, la rivière elle-même se serait réchauffée, même sans aucun étang, d'amont en aval et en s'éloignant de sa source, au moins en passant du rang 1 au rang 4, d'après les travaux américains. Mais ça reste calculable au-delà. On peut toujours calculer le nombre de calories et le pourcentage éventuel, même s'il y a beaucoup de variables qui sont dedans. Alors, je dis ça parce qu'il y a des choses qui sont calculables, mais en fait, il y a dans la réalité de terrain énormément de choses qui seraient à prendre en compte et que les mesures, elles intègrent tout. Et notamment, bien sûr, il y a des tributaires qui rentrent dans l'émissaire. C'est-à-dire qu'il y a des rivières qui se jettent dans les fluents de l'étang. Et si elles ne sont pas influées par des étangs, ou si pour une raison ou pour une autre elles sont froides, elles vont rapidement noyer en quelque sorte l'influence de réchauffement de l'étang. Et puis, on a montré aussi que, en fonction de savoir si l'émissaire est ombré ou ensoleillé, s'il y a une ripisylve ou s'il n'y en a pas, s'il est sous forêt ou s'il n'y est pas, le rétablissement va être largement différent. Alors voici un exemple d'influence extrêmement longue en plein été, en prenant les 11 jours les plus chauds de l'année sur un étang d'une quinzaine d'hectares à déversoir de surface. Donc je dirais on est quasiment dans le maximum possible de l'influence. C'est l'étang des Houssines sur la Vézère, sur le plateau de Mille Vaches, et on voit une influence décelable, c'est-à-dire supérieure à 0,2 degrés, sur 8 km environ en aval de cet étang par rapport au point de référence à l'amont. Ici, je vous montre seulement la cartographie du début jusqu'au premier affluent. Sur le grand étang de Cieux, une quarantaine d'hectares, lui aussi à déversoir de surface, donc à la fois un très grand étang et un réchauffement maximum puisque c'est un déversoir de surface, avec plus d'affluents, plus de tributaires qui rentrent à l'intérieur de l'émissaire. On a une influence décelable sur environ 3 km au cœur de l'été, hein. Je prends là le moment le plus chaud sur des moyennes annuelles. On ne voit presque rien à ces distances-là. Si je fais un zoom sur le premier kilomètre, c'est-à-dire avant ici l'arrivée du ru de Montsac qui arrive exactement à 950 mètres en aval de l'étang, un jour où j'ai pris des mesures avec une fréquence de tous les 10 mètres, hein, donc c'est une grosse focale, on se rend compte que le rétablissement de l'équilibre fluvial se produit sur les 900 premiers mètres, puisque l'énormité des presque 6 degrés de réchauffement entrée-sortie, eh bien, ils sont perdus sur 900 mètres, avec on peut faire un calcul de lissage, mais dans la réalité, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un tronçon ensoleillé,
le cours d'eau se réchauffe à l'intérieur de son refroidissement général, et quand il y a un tronçon ombré, il se refroidit. Et ça marche à chaque fois, hein, je vous les ai marqués. Et également, comme c'est une réalité, on a ici tout pris en compte. Et la prise en compte, c'est que eh bien, la commune de Cieux, elle a une petite canalisation d'arrivée des bassins de lagunage. Et bien, on voit que ça réchauffe l'eau dans la rivière et que ça, c'était pas dû à l'étang. On voit qu'il y a au contraire une petite source qui sourd au fond du lit du ruisseau du Grand Étang. Et là, ça provoque en fait un assez brutal refroidissement de l'ensemble. Donc en fait, il y a plein de causes qui font que cette réalité de l'émissaire, elle est très complexe, mais il y a une tendance générale qui est tout de même à la perte de la majeure partie du réchauffement en environ 1 km. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent de l'influence d'un seul étang. Depuis peu de temps, avec un rapport, une synthèse bibliographique qui est paru il y a quelques années, et puis avec l'appel à projet impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques qui a été lancé il y a peu de temps, la question est posée par nos autorités de savoir quel est l'impact du cumul des petites pièces d'eau qui se succèdent. Ici, la photographie de deux étangs en chaîne. Alors, il se trouve que dès les années 1990, j'avais mesuré quelques étangs en chaîne, et surtout, je m'étais focalisé sur l'impact de deux étangs. En fait, à deux endroits, j'avais pris deux étangs pour voir quelle était l'influence du premier étang et quelle était l'influence du deuxième. Et à vrai dire, sur ces deux chaînes d'étangs, eh bien, le réchauffement annuel du premier était de 2 degrés. Enfin, c'est-à-dire que là, je redis la même chose que ce que j'ai dit pour un étang isolé à déversoir de surface. Et le réchauffement annuel du deuxième était de 0,3 degrés. Donc, en fait, c'est le premier étang qui fait l'essentiel du réchauffement. Et je dirais que les étangs suivants ajoutent un petit quelque chose à cela, mais que c'est surtout que ça va propager l'influence sur une distance qui est relativement longue. Ça ne va pas démultiplier, évidemment. Si on a 10 étangs, on ne va pas avoir 20 degrés de réchauffement parce que le premier, il a 2 degrés, bien entendu. Ici, sur ce modèle numérique de terrain, où c'est un étang de 1,2 hectare pour 1,6 hectare pour le premier et 1,2 hectare pour le second. On a les jours de juin dans le déversoir de surface au moment du solstice d'été étant le plus important. En ordonnée, on a les heures. Donc on a toutes les heures du mois le plus chaud qui sont représentées ici. La variable 3 dimensions, c'est-à-dire celle qui est sur cette échelle-là, l'équivalent d'une variable altitudinale si vous voulez, c'est le réchauffement du premier étang. Vous voyez que le réchauffement maximum, il arrive en soirée, hein, en fait, là, puisqu'on est dans des heures aux alentours de 21h, 22h, hein, en début de nuit, ce que je vous disais tout à l'heure, avec le décalage. Il reste important pendant toute la nuit. Et on voit qu'il y a au contraire un minimum de réchauffement, hein, en tout début d'après-midi. Eh bien, si on regarde la quatrième variable, qui est cette fois-ci l'influence du second étang, qui s'ajoute à celle du premier, alors cette fois-ci c'est sur cette échelle qu'il faut la lire, et c'est d'autant plus rouge que ça réchauffe, que le deuxième étang réchauffe, et on voit que les valeurs maximales sont au moment du creux du premier étang. C'est-à-dire que finalement, au bout d'un certain nombre d'étangs, il y a une sorte d'homogénéisation de la température. Finalement, à la sortie, c'est tout le temps chaud, en fait. Et ça propage cette chaleur. C'est-à-dire que ça augmente pas la valeur totale. En fait, finalement, on n'arrive pas tellement au-delà de 2 degrés qui étaient déjà donnés par le premier étang, mais en fait ça lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de moments de respiration avec un refroidissement diurne, et puis ça se propage tant qu'il y a des étangs. C'est ça le principal impact que moi j'ai pu mesurer. Alors, en général, quand j'étais jeune et qu'on me demandait une conférence sur ce sujet, je m'arrêtais là.
Alors maintenant que je suis plus vieux et aussi parce que vous m'êtes sympathique, j'ai ajouté une dernière partie, une quatrième partie, parce que cette référence sur laquelle tout le monde et surtout moi, on a l'essentiel des données, c'est-à-dire l'entrée et la sortie, bon, est-ce que c'est la bonne référence? Ou bien de le dire d'une manière, je dirais, un petit peu plus polémique, à mon âge, avec tous les coups que j'ai pris sur la nuque, je peux poser des questions comme ça maintenant. Et si jamais les temps n'existaient pas, en fait, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en général, personne ne le sait jamais parce que si l'étang il est construit, la plupart du temps, on n'avait pas mesuré la température du cours d'eau avant qu'il soit construit, donc finalement, on ne sait pas ce qui se passait avant. Donc après, l'étang il est construit, on dit il a un impact, mais comment évaluer la rivière avant, on ne le sait pas. Et puis une fois que certaines autorités sont arrivées à faire détruire l'étang dans le cas inverse, ben, je dirais on arrête de prendre des mesures aussi, parce qu'on prenait des mesures quand on disait il y a un impact de l'étang, mais enfin une fois qu'on a réussi à détruire l'étang, je veux dire bah voilà, la rivière elle est là, et puis on prend plus de mesures. Donc finalement, on a quand même très très peu de réponses de ça. Alors moi non plus, j'en ai pas beaucoup, mais c'est une chose qui m'intéresse de plus en plus, et je vais terminer cette conférence en vous faisant quelques propositions en fait de ce qu'il y aurait à faire ou de ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire, je ne je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder l'impact entrée-sortie, hein. C'est absolument majeur et j'ai fait tout le reste de mon intervention là-dessus. Mais maintenant, je me permets de poser la question et si jamais on réfléchissait aussi autrement. Alors, la première réponse que j'ai tenté d'apporter, c'est que au lieu que le point de référence, ça soit la température de l'eau à l'entrée, si on disait que le point de référence, c'est la température de l'air, soit ce que nous avons fait en posant une station météorologique à proximité de l'étang, soit en prenant les températures de la station Météo France la plus proche. Pourquoi est-ce que ça peut être une référence? Eh bien parce que on peut se placer dans l'idée que la température de l'eau du cours d'eau, elle tente à s'approcher de la température de l'air, c'est-à-dire en l'absence de toute autre perturbation, on pourrait dire il tente à y avoir une osmose, une adéquation entre la température de l'air et la température de l'eau du cours d'eau, dans un monde idéal où il n'y aurait absolument aucune influence. C'est-à-dire qu'à proximité de la source, ben, la température de la rivière, elle est proche de la température de la source, c'est-à-dire d'une eau souterraine, en fait. Mais en s'éloignant de cette source, ce qui devrait se passer à l'état naturel, ce serait un rapprochement de la température de l'air. Même si c'est un peu une vue de l'esprit, ça me semble intéressant. J'ai essayé de faire les calculs à l'époque pour l'étang des Oussines et sur la Vézère, et ben, on voit qu'en fait, on divise par deux la distance d'impact. Alors attention, c'est pas la même distance que celle de tout à l'heure que je vous montre ici, parce que cette fois-ci, j'ai enlevé la variable des affluents qui rentrent dans l'émissaire. C'est-à-dire, j'ai pris un calcul en adiabatique par rapport à la sortie de l'étang s'il n'y avait pas de tributaire, et je la compare avec l'influence si c'était la température de l'air. Et on divise par deux, en fait, l'influence, ce qui montre que ben, le cours d'eau, il se serait quand même réchauffé même s'il n'y avait pas eu d'étang, et que donc il y a une sorte de biais si on considère que la différence entrée-sortie. La deuxième proposition que je peux vous faire, c'est celle que les grands spécialistes de la température de l'eau en Angleterre, mais qui ne travaillent pas sur des étangs, mais qui travaillent sur des lacs de barrage, c'est-à-dire Webb et Walling, dès les années 90, ils ont proposé de prendre deux affluents parallèles, l'un où il y avait un lac de barrage, l'autre où il n'y avait pas de lac de barrage, et de mesurer l'évolution des deux, en fait. Alors certes, c'était pas tout à fait le même, mais enfin, ça donnait, c'était quand même une comparaison intéressante. Alors pour les lacs de barrage, nous l'avons fait nous aussi sur les lacs de la Haute-Charente, euh, avant et après la construction du lac du Machaban et après la construction du lac de Lavaux, et ça a donné lieu aussi à la thèse de doctorat de Benoît Savy.
Et puis pour les étangs, je l'ai fait avec la différence entre la petite Vézère et la grande Vézère. Donc la grande Vézère avec un étang tout à fait important, un déversoir de surface, une quinzaine d'hectares, et la petite Vézère sans étang important. Et il se trouve qu'au confluent entre les deux, sur la moyenne estivale, eh bien on voit que le cours d'eau influencé par l'étang des Oussines, il avait une moyenne estivale de 18,3 degrés. Le cours d'eau qui n'était pas influencé par un grand étang, il avait une moyenne estivale de 18,7 degrés. Donc ça, ouais, c'est sans doute une manière aussi d'étudier qui est intéressante et qu'il faudrait faire à d'autres endroits. Je ne dis pas que ce soit extrapolable, d'autant qu'il y a des régions, il y a tellement d'étangs partout qu'on ne peut pas non plus trouver un segment où il n'y en a pas. Donc du coup, cette comparaison-là n'est pas possible. Mais quand c'est possible, ça me semble intéressant de changer de référence. La troisième proposition, eh bien, c'est qu'il y a tout de même des moments ou des endroits où les étangs sont en assec. Alors, pas si c'est une vidange très courte et puis qui en plus, si elle est en novembre, c'est à des moments où les différences thermiques sont faibles, c'est pas trop intéressant à étudier. Mais j'ai suivi sur l'étang du Teil le fait il a été mis à sec entre juin et octobre 2005, et il se trouve que j'ai laissé mes thermomètres, et au lieu de traverser un étang, enfin, au lieu qu'il y ait une entrée-sortie d'un étang, finalement, le cours d'eau, il traversait une petite plaine alluviale. C'est-à-dire qu'il faisait son circuit à l'intérieur de l'ancien lit de l'étang, sauf qu'il n'y avait plus l'eau de l'étang, et donc il n'y avait plus l'influence de l'étang. Voilà. Donc j'ai ces données-là de juin à octobre 2005. Et je vous avouerai que comme ça fait seulement 16 ans, j'ai pas encore eu le temps de les traiter. C'est vous dire la puissance du travail bureaucratique administratif qu'on nous donne à faire dans l'institution où je travaille. Mais je pense qu'un jour, j'arriverai à les traiter, et je me lance à moi-même ce défi d'arriver à les traiter avant ma mort par confinement. Et enfin, quatrième proposition, eh bien, elle est un peu plus théorique, mais pourquoi pas se servir de bibliographie. Il y a des gens ou des régions dans la bibliographie internationale qui ne sont pas beaucoup influencées, voire pas du tout, par des plans d'eau, où les rivières sont plus naturelles que en France, et où ils ont fait des études de la manière dont, sur le linéaire d'un cours d'eau, évolue la température d'amont en aval. Et c'est vrai que dans la bibliographie internationale, on peut trouver ce chiffre qui traîne à plusieurs endroits dans un certain nombre de conditions, avec un réchauffement de 6 centièmes de degré par 100 mètres. Je parle ici évidemment sur des rangs de Strahler correspondant aux nôtres, hein, parce que ça ne fait pas ça jusqu'à l'embouchure, autrement on aurait l'eau qui serait à ébullition, mais sur les ordres de Strahler sur lesquels on travaille. Et donc on peut appliquer ça à la distance qu'il y a à la traversée d'un étang. Voici une reconstitution effectuée par Simon Caillé, ici présent, sur le cadastre napoléonien par rapport à l'étang du Jura. Donc l'étang du Jura, il n'existe pas sur le cadastre napoléonien, évidemment, puisqu'il a été construit dans la seconde moitié du XXe siècle. La reconstitution du linéaire, alors il y avait déjà des moulins hein, avec des chenaux de dérivation. La reconstitution du linéaire permet le calcul, et si on applique le gradient de 0,06 degrés par 100 mètres, eh bien en fait, on obtient, par rapport aux mesures actuelles que nous avons prises, un réchauffement qui se serait produit sans étang, qui est légèrement supérieur à celui de l'étang, qui est un étang à dérivation, hein, je le rappelle, ça serait évidemment inférieur si c'était un étang à déverseur de surface ou à moine. Donc voilà, encore une autre proposition, et j'espère avoir le temps d'y travailler un petit peu, pour qu'on puisse avoir quelques résultats. Donc un changement de référentiel en quelque sorte. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein d'influences différentes qui sont en aval de ces plans d'eau. Bon, alors du coup,
pour conclure et laisser du temps aux questions, je récapitule en quelques idées très simples. Le type d'étang est absolument majeur dans la valeur de l'impact. Et de ce point de vue-là, je ne parle pas de quelques contre-exemples, ni dans le temps ni dans l'espace, les étangs à déverseurs de surface ont un impact supérieur aux étangs à moine, qui ont un impact supérieur aux étangs à dérivation. Au maximum, c'est-à-dire en été et surtout pour les étangs à déversoir, on a un réchauffement qui est sur une huitaine de kilomètres. Pour beaucoup d'étangs plus petits ou à moine, il est sur quelques centaines de mètres, il est mesurable sur quelques centaines de mètres. Et à peu près partout, cette influence, elle est noyée dans les mesures, pas évidemment dans le calcul calorifique, dont on peut dire il est toujours là sur 5%, sur 8%, mais on n'arrive plus à le mesurer après le confluent avec le cours d'eau principal. Par exemple, dans les cas que j'ai étudiés là avec vous du grand étang de Cieux, une fois que la Vergogne se jette dans la glane, il est totalement impossible de retrouver en fait l'influence du grand étang de Cieux. A fortiori pour l'étang du Jura, quand Laurence se jette dans la Vienne, il est totalement impossible de mesurer des cas de figure supérieurs à 0,2 degrés qui seraient dus à ça dans la Vienne, et donc cette influence est noyée par d'autres influences. Voilà, je vous remercie. Je vais arrêter le partage d'écran et revenir pour répondre à toutes vos questions. Bien, merci Laurent pour cette belle présentation. J'invite les participants qui ont des questions à lever la main, comme certains l'ont fait, et on vous donnera la parole. Donc la parole est à Monsieur Pascal Trintignant. Rebonjour Laurent. Bon, toujours très passionnant et ça fait plaisir d'entendre des données techniques et scientifiques. Ça me change des présentations de rapports de bureaux d'études divers et variés. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport effectivement aux variations thermiques qu'on peut être mesurées entre l'amont et l'aval, si on garde cette hypothèse-là, est-ce que les moyennes trouvées ne sont pas un peu biaisées par le fait que tu as travaillé essentiellement sur les étangs du Limousin ou des Vosges, c'est-à-dire effectivement, pour faire court, des eaux de première catégorie, des eaux plutôt fraîches par rapport à la moyenne, par exemple, des cours d'eau chez nous, par exemple, dans les Pays de la Loire, si je fais le parallèle. Donc, ça serait vraiment un maximum, c'est-à-dire que cette moyenne, voilà, c'est une valeur haute par rapport peut-être à une moyenne de température des cours d'eau français. J'en sais rien. Voilà. Alors, merci Pascal pour cette remarque et cette question. C'est mon hypothèse, en effet, assez largement, parce que les eaux limousines d'entrée sont quand même des eaux qui sont froides, hein, par rapport à la moyenne française d'autres régions d'étang. Donc à partir du moment où l'eau qui rentre est froide, c'est vrai qu'il y a une tendance à un réchauffement qui semblerait supérieur. Ceci dit, que je n'ai pas étudié directement, mais les mesures quand même de Quentin dans les Vosges laissent entendre qu'on ne serait pas loin d'avoir des valeurs de ce type-là. Alors, tu me fournis l'occasion de dire que, contrairement à ce que certaines rumeurs propagent, je suis terriblement précautionneux quant aux extrapolations, aux généralisations possibles par rapport à mes mesures. Je suis extrêmement attaché aux mesures de terrain et prenant des mesures en Limousin avant tout, je me garderai bien de dire elles sont valables pour les étangs du massif armoricain, par exemple. Mais ceci dit, on commence quand même à avoir aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de doctorants qui ont mesuré des
des choses à droite et à gauche. On commence quand même à avoir quelques éléments de comparaison. Mais moi, je compare ce qui est comparable, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui mesurent. C'est-à-dire que je m'inscris selon des méthodes complémentaires par rapport aux gens qui modélisent à partir de données Météo France. C'est ni mieux ni moins bien, hein. C'est une autre manière de le faire. Et donc, je pense que moi, mes mesures, elles doivent être comparées en fait à d'autres mesures. Et en effet, l'hypothèse de travail, c'est que les eaux d'entrée du Limousin étant froides, il est assez logique, mais il faut faire attention, il est assez logique que le réchauffement y soit supérieur. Merci pour ta réponse. Bon, d'autant plus que dans plusieurs régions aval, effectivement, où on a peu de cours d'eau de première catégorie, et avec en plus des cours d'eau fortement anthropisés, et avec parfois peu de ripisylves, il y a effectivement un réchauffement, entre guillemets, naturel, avant même le plan d'eau qui est déjà conséquent. Merci pour cette participation. Je donne la parole à Monsieur Alain Marié. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, pour rebondir sur ce que disait Pascal à l'instant, par rapport à la présence de ripisylves, vous parliez tout à l'heure, professeur, de la dérivation qui réchauffait beaucoup. Est-ce que cette dérivation était ombragée par une ripisylve ou naturelle? Enfin, naturelle entre guillemets, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est sans arbres, juste de la végétation herbacée. Oui, alors le croquis que je vous ai montré, les mesures qui ont été faites sont dans une dérivation qui était entièrement en plein soleil. Il se trouve que en effet, des arbustes ont été plantés qui, là, c'était la première année de cette dérivation, ils n'avaient pas encore poussé, elle était complètement en plein soleil. Et le fait est que c'est un élément, je pense, qui n'est pas assez pris en compte, c'est-à-dire, et il y a par exemple de la bibliographie américaine qui montre que dans des rivières qui étaient boisées et où il y a eu de forts défrichements, on a des réchauffements qui sont absolument considérables par le simple fait que la rivière se trouve en fait en plein soleil. Et de fait, une dérivation, si elle-même est en plein soleil, eh bien oui, toutes nos mesures montrent que les réchauffements sont importants. Et pas seulement parce que ça se met à ressembler à un étang qui lui aussi peut être en plein soleil, mais parce qu'il faut rappeler une chose, même si dans la dérivation ça coule, en fin d'été, parfois, ça coule quand même très très peu, et l'épaisseur de l'eau, elle est en fait extrêmement faible. Cette toute petite pellicule d'eau, elle se réchauffe beaucoup et elle peut être au moins aussi faible que la faible lame qui sortirait même d'un déversoir, en fait. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi, oui. Je vous remercie. Et j'ai une deuxième question. Vous parliez de vos températures, enfin des éléments que vous avez pris de température sur les temps à sec. Donc ça, c'était une question que j'avais préparée en amont. Vous y avez déjà répondu à moitié. Mais la question, c'est que vous avez pris ces températures en 2005, si mes souvenirs sont bons. Or, est-ce que vous auriez le même programme à faire avec les températures actuelles, avec les grosses variations qu'on peut avoir de manière estivale? Peut-être que ça vaudrait le coup, ça c'est mon avis, hein, mais de refaire une campagne d'études à ce niveau-là, avec les nouvelles températures. Oui, très certainement. Alors, en fait, parce que évidemment, nos budgets ne sont pas extensibles à l'infini, si bien qu'on a tendance, en fait, à enlever des thermomètres de certains étangs pour les mettre dans d'autres étangs en fonction des opportunités aussi de tel ou tel gérant ou gestionnaire ou propriétaire ou qui nous donne l'autorisation de mettre sur tel étang en disant ah, ça va nous donner un élément supplémentaire parce qu'il est dans un contexte qu'on n'avait pas encore étudié. Mais vous posez là, en fait, la question des derniers étés caniculaires qui ont eu lieu. Et bon,
nos thermomètres, ils fonctionnent. Alors, ils ne fonctionnaient pas sur celui-ci et dans ce contexte-là, mais en effet, on a mesuré ces 2 derniers étés dans nos bouées à l'intérieur des étangs des températures de surface qui, en l'occurrence, ont été plus chaudes qu'on n'en avait jamais eu depuis la fin des années 90. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus pour une rivière ensoleillée, bien évidemment. C'est-à-dire que on a quand même des températures atmosphériques d'une quarantaine de degrés, bon ben voilà, qu'on n'avait pas. Alors, ça pose aussi une deuxième question qui est est-ce qu'on arrive dans les données que j'ai à pouvoir déceler une évolution de genre réchauffement climatique parce que l'air de rien, ben, ça commence à faire maintenant à peu près un quart de siècle de données, donc on peut peut-être voir, et on n'est pas loin d'une normale saisonnière, à dire vrai, d'une normale climatique qui est sur 30 ans. Et alors, c'est difficile parce qu'il faudrait filtrer par rapport à toutes les autres influences, mais justement, ça, c'est l'objet de recherche à venir que j'ai vraiment envie de lancer. Et en particulier, je vais vous dire, j'ai envie de refaire ce que j'avais fait à la fin des années 90, qui était de positionner sur les chaînes de bouée un petit flotteur avec un thermomètre qui soit exactement à 0 cm, alors que là, avec la ligne de flottaison des bouées, avec des chaînes galvanisées en 8 qui pèsent quand même très lourd, en fait, on mesure la température qu'à partir d'environ 25 cm, parce que ben, voilà, on ne peut pas le coller sur la bouée. Et je pense qu'on perd à ce moment-là la toute petite lame d'eau qui sort du déversoir. Et pour mieux comprendre ça et l'évolution en fonction des chaleurs actuelles, il faut refaire certaines campagnes de mesure. Alors je dirais que l'avantage, c'est que justement, moi, je vais pouvoir les comparer avec des campagnes plus anciennes. Merci beaucoup, professeur. Je me permets juste d'intervenir. Joël, vous êtes en train de partager votre écran. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'annuler ce partage, s'il vous plaît? Bon. Je vais donner la parole à monsieur Philippe Loiseau, qui a une question. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette superbe conférence. Alors justement, si on se projette sur l'avenir, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de lancer un doctorant sur un profil d'étang en climat méditerranéen, par exemple dans le sud de la France, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'étangs, mais une étude qui pourrait avoir valeur de projection climatique sur l'avenir, parce que si ça continue comme ça, il n'est pas complètement hors d'imaginer que finalement le climat de la région du Val-de-Loire ressemble dans les prochaines décennies au climat méditerranéen. Est-ce que ça vaudrait le coup, et quid de la biblio internationale dans les zones un petit peu plus sèches, un petit peu plus sans être arides, et les zones subtropicales? Est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes profils? Parce qu'effectivement, pour le décideur politique, on en revient toujours à cela, la valeur de projection, elle est quand même importante pour anticiper, pour imaginer, et puis après pour légiférer, donner des normes à tout cela. Et j'imagine, vous avez très bien montré que c'est très plurifactoriel, vous avez fait un travail remarquable. Et puis, vous avez aussi tordu le cou à certaines idées qu'on pouvait avoir quand on n'est pas dans le domaine, à savoir que la thermocline d'un étang pouvait avoir une grosse influence, ce gradient de température qui pouvait à terme condamner, je dirais, les étangs de très peu profonds en disant « mais ceux-là, ils réchauffent trop ». Vous avez montré que tout ça, ça ne marche pas, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, justement, quid du choix, si vous avez des programmes nationaux qui tournent, de prendre un doctorant qui regarderait ce qui se passe dans la région toulousaine ou la région méditerranéenne, et puis voir, sans vouloir en tirer des conséquences absolues, mais quelque part, ça aurait valeur de projection. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est complètement à côté de la plaque?
Ah non, non, merci beaucoup, hein, monsieur Loiseau, pour cette proposition. Moi, j'y adhère fortement. Je veux dire, ça dépend souvent de plein de choses, des opportunités, de possibilités de doctorants d'être à tel ou tel endroit. Après, les possibilités aussi de financement de bourses de thèse, il faut bien reconnaître que quand on est sur une université du centre-ouest de la France, on a plus de facilité à vendre en quelque sorte un sujet où on dit qu'on va étudier les étangs de cette région-là, hein. Il faut aussi le reconnaître, mais on peut contourner les difficultés en disant qu'on va faire un comparatif avec des étangs dans plusieurs milieux climatiques. Donc, je trouve ça tout à fait pertinent. On l'a fait à l'inverse pour les Vosges avec Quentin, parce que la différence ouest-est, c'est une différence qui est très très importante dans la dégradation climatique par la continentalisation du climat, hein. Donc, en effet, il y a une différence nord-sud latitudinale dont vous montrez l'importance et qui est tout à fait indéniable et qui, je dirais, est une différence qui est surtout marquée en été. La différence du semestre froid, elle est ouest-est, hein, en fait, hein. C'est la différence de l'influence de l'Atlantique plus ou moins grande, et les isothermes, que ce soit des isothermes atmosphériques ou hydrologiques, elles ont une composante en fait qui est d'ouest en est pendant la saison froide. Donc tout cela est tout à fait bon à prendre, oui, pour faire des projections. Alors après, votre deuxième partie de question était dans la bibliographie internationale. Alors, en fait, il faut bien reconnaître que dans la bibliographie, qu'elle soit nationale ou internationale, comme les gens qui travaillent en hydrologie les chercheurs qui travaillent en hydrologie sont en général des gens de faculté des sciences, l'entrée est beaucoup plus la mise au point d'un modèle mathématique à partir de données climatiques que le fait de prendre des mesures de terrain. Et si bien que dans la bibliographie, on trouve beaucoup de choses, mais ce sont des choses qui du coup peuvent être comparées avec les études qui sont faites par des Français en faculté des sciences, parce que ils peuvent comparer leur modèle et en fait les simulations. De la même manière que je dirais, il y a depuis déjà maintenant un temps tout à fait certain une automatisation des mesures de température de l'eau de surface grâce aux capteurs par satellite. Et alors, c'est particulièrement bien pour les plans d'eau de grande taille, hein, parce qu'on a la taille du pixel qui est suffisante, et c'est pour l'eau de surface. Bon, ceci est impossible pour des plans d'eau de petite taille et pour un moine qui soutire l'eau de fond, et le satellite ne donne absolument aucune information sur la thermocline, encore moins sur ses oscillations et encore moins sur la masse d'eau profonde qui se trouve au fond de l'étang et qui est soutirée. Et de fait, il faut bien reconnaître que je n'arrive pas à trouver d'éléments de comparaison importants. Quand on voit ce que fait la FAO sur les étangs avec des très très bonnes synthèses bibliographiques, c'est des températures de surface, des temps tropicaux, de liens avec les étangs de riziculture, etc. Mais c'est pas comparable avec, par exemple, le fait de soutirer un moine. Donc on reste à l'affût évidemment de ces comparaisons internationales, mais il faut bien reconnaître qu'on n'en a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Merci beaucoup. Merci pour cette participation. Monsieur Ribaud avait une question. Bonjour, oui, j'avais une question qui était plutôt un comparatif de milieu. Aujourd'hui, quand on est présent dans des stages ou des sages, on met énormément en valeur l'importance des zones humides. Or, on a un certain nombre de cours d'eau qui vont traverser ces zones humides, alors qui peuvent être des marais ou des prairies inondables, des éléments comme ça. Je voulais savoir si on avait des informations sur finalement le réchauffement du cours d'eau lié à ce type de, je vais dire, de milieu.
Alors là, c'est exactement la prochaine chose que je veux faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai traité les mesures qui traversent en fait un plan d'eau en ASEC, je dirais temporaire, hein, de quelques mois, pour voir ce qui s'y passe, eh bien le mieux, c'est de voir quand la végétation a repris ses droits d'un ancien étang détruit au bout de 5 ou 10 ans, ou bien quand il y a eu du début à la fin uniquement une zone humide, il n'y a jamais eu de plan d'eau, de voir en effet quel est le degré de réchauffement. Parce que jusqu'à présent, ça a plutôt intéressé les chercheurs pour l'aspect éponge, c'est-à-dire en fait la quantité d'eau. L'aspect tampon aussi sur la qualité physico-chimique. Mais concernant la température, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très peu étudié. Et alors ça me titille là désormais. Ça, c'est dès que je vais avoir un peu de temps, c'est ça que je vais lancer. Parce que là, je trouve qu'il y a une remarquable étude comparative à faire. Mais je vois, je me dis que du coup, c'était une bonne idée puisque vous avez la même. Je ne sais pas, mais en tout cas, la question est intéressante. Merci de la prendre en compte. Merci. Sébastien avait une question. Non? Bon, on va laisser de nouveau la parole à Monsieur Pascal Trintignac alors. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. C'était juste une remarque quand même, mais j'insiste et c'est peut-être encore plus vrai dans nos régions. On parle bien de cours d'eau à écoulement permanent, c'est-à-dire que l'impact d'un étang au barrage d'un cours d'eau à écoulement temporaire, l'impact thermique, c'est encore autre chose. On est bien d'accord? Alors, bien sûr, dans les terrains que j'ai présentés, là, dans les résultats que j'ai présentés, en fait, pour les petits étangs, c'était des cours d'eau de rang 1 de Strahler. En particulier, je m'appuie beaucoup pour l'exemple du petit étang, c'est celui où j'ai le plus de longueur de données sur l'étang du Teil, et il est permanent. Le ruisseau du Teil est permanent, mais sans aucun affluent, c'est du rang 1 de Strahler. Après, quand je suis sur la Vézère ou le Grand Étang de Cieux, c'est du rang 4, voilà, et puis j'ai les 2 et 3 entre-temps. Alors, ceci dit, dans notre fourchette, hein, on a aussi du rang 0, c'est-à-dire que l'Almette à l'entrée des 2 étangs de Chaillac, donc l'étang du Moulin et l'étang de Roche-Godon, qui ont été, enfin, qui sont à l'intérieur de nos terrains d'études, à la fois collectifs et personnels, c'est du rang 0, c'est-à-dire que l'Almette, pendant plusieurs mois de l'année, à l'entrée de l'étang de Chaillac, elle ne coule plus. Il n'empêche que j'ai aussi des résultats sur les moments où elle coule. En fait, hein, mais c'est-à-dire, du coup, forcément, c'est réduit à la saison froide, en ce qui compte, enfin, une saison qui fait quand même plus d'un semestre, hein, qui fait 7 ou 8 mois quand même. Hein. Mais voilà, donc on a aussi des données là-dessus, là je ne les ai pas présentées. Le rang 0 peut être pris en compte dans le sens où il peut avoir un certain nombre de mois dans l'année qui coulent. Je parle ici uniquement de l'aspect température de l'eau, bien sûr, qui est l'objet de la conférence. Ça peut être étudié aussi en tant que soutien d'étiage ou autre, puisque on sait que cet étang que l'on étudie, il se trouve qu'à la sortie des 2 étangs de Chaillac, l'eau elle coule en permanence, alors qu'à l'entrée on a un rang 0. Hein. Donc dans ce cas-là, il y a un soutien d'étiage qui fait que c'est en fait l'étang qui fabrique le rang 1, qui d'ailleurs, d'après l'hygiène, est un rang 0 qui est plus loin, parce que dans les calculs automatiques entre la distance de la source et là où ça devient un rang 1, il devrait être un rang 1 plus loin en fait. Hein. Donc c'est en fait dans ce cas-là, hein, donc, que je ne généralise absolument pas, dans ce cas-là, on a la fabrication d'un cours d'eau par les temps. Mais là, pour les températures, voilà, on le suit aussi pendant les 7-8 mois de saison où il coule. Merci. La parole est maintenant à Charlie Wallet. Désolée si j'ai écorché le nom de famille. En fait, oui, bonjour Laurent, c'est Aude Wallet. Il y a eu un petit... J'ai toujours ce petit couac entre Microsoft. Bonjour Laurent. Merci pour tout ce que tu nous offres. Il va nous falloir un peu de temps pour tout comprendre, bien évidemment. Mais tu sais, l'URSSIAP est sur 3 départements, le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret. Et nous avons toujours ces petites difficultés en Sologne de faire comprendre à l'administration que le moine n'est pas forcément une bonne solution. Alors, tu dis très justement
qu'en été, en fait, la température donc, de fond est plus froide que l'exutoire, et de ce fait, aurait plutôt tendance à refroidir en fait le cours d'eau. C'est-à-dire que l'étang, là, aurait plutôt une charge froide pour le cours d'eau. Est-ce que l'on sait à partir de quelle hauteur d'eau un moine est nécessaire? Sachant que maintenant, à chaque fois que l'on a des travaux à faire sur un système de vidange, on voit que l'administration impose presque de mettre un système de moines. Donc de supprimer cette fameuse bombe de Sologne, qui d'abord est merveilleuse au point de vue valeur patrimoniale, mais également on s'aperçoit que ceux qui savent faire, ceux qui ont l'habitude de vidanger leurs étangs avec ce système, le font remarquablement bien, puisque tu as dû prendre connaissance du résultat de l'étude de vidange des étangs en période de sécheresse, remis, je dirais, un peu au goût du jour par le Loir-et-Cher, puisque tu as pu transmettre quelques travaux pour cette étude. Tu as pu voir donc que le résultat était assez probant sur ces étangs de Sologne qui ne réchauffaient absolument pas donc, le cours d'eau et n'avaient pas d'impact, ou peu, même sur les matières en suspension. Donc, comment faire comprendre ou quels moyens aurions-nous pour valoriser ce système de vidange sur les étangs de peu de profondeur? J'ai été un peu longue dans ma question, excuse-moi. Bon, il y a plein de sous-questions hein, à l'intérieur de ta question, Aude. Il y en a une, je pense, à laquelle on peut répondre d'une manière à peu près certaine. C'est une question de hauteur. À partir de quelle profondeur, en fait, un moine a-t-il une influence? Après, c'est beaucoup plus compliqué de dire est-ce que cette influence est bénéfique ou pas, est-ce que le moine est... Mais en tout cas, il y a, je dirais, on peut quantifier l'endroit à partir de laquelle il change quelque chose. Parce que si on construit un nouvel aménagement, c'est-à-dire un moine, et qu'en fait, il ne change rien, pour le coup, c'est quand même... Enfin, ça met des doutes sur le plan de l'intérêt de rapport d'investissement. Et le fait est que nos mesures montrent que la thermocline d'étang est la plupart du temps, c'est-à-dire qui sont des thermoclines qui ont une durée hein, de quelques jours à quelques semaines. Ça que je veux dire, et qui donc n'est pas une durée saisonnière comme une thermocline lacustre. Donc, une thermocline d'étang avec une variable de quelques jours ou quelques semaines, eh bien, elle est à peu près tout le temps comprise entre 80 cm et 1,20 m, 1,30 m. Bon, cela veut dire que si on est en deçà de cette valeur-là, en fait, le moine, il change à peu près rien, parce que ça signifie qu'au-dessus de ça, tu as un brassage qui est quasiment permanent de l'eau, ne serait-ce que jour-nuit est déjà largement suffisant pour le faire, la moindre petite brise le réussit aussi, et de fait que tu fasses sortir l'eau à n'importe quelle profondeur de la surface jusqu'à cette profondeur-là, en fait, tu as toujours le même résultat. Voilà. Donc là, je crois qu'on peut vraiment le dire. Alors, après, les autres questions qui est, est-ce que, et tu as commencé ton intervention comme ça, le moine, tu penses que dans les départements sur lesquels tu es, il n'est pas toujours si bénéfique que ça. Moi, là, je confirme que dans les mesures que j'ai prises, on fait tous des hypothèses de travail. Hein. Un scientifique, il fait une hypothèse de travail. Les administrations qui financent quelque chose, elles font une hypothèse de travail. Et moi, je veux dire, j'ai pas de bille. Je veux dire, je fais une vraie hypothèse de travail. Si elle est infirmée, je le reconnais et je le dis. Il fallait bien faire une hypothèse de travail. Et dire, bah, finalement, voilà, c'est le contraire que donnent les résultats. Et quand j'ai lancé ces études, j'ai été surpris. Parce que tout le monde disait autour, quand on va soutirer de l'eau au fond, en fait, elle va rafraîchir le cours d'eau. Alors, parce qu'il y a quelque chose d'intuitif qui était que l'eau froide allait au fond en été. Et que, ouais, mais en fait, certes, vers 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, d'accord, c'est de l'eau plus froide qu'en surface. Mais ça reste quand même à peu près tout le temps de l'eau plus chaude que celle que le ruisseau entre. Et donc,
Et donc, c'est relativement, je ne cherche pas à mettre un jugement de valeur, parce que ce n'est pas mon rôle, là, je ne vais pas sortir de mon rôle de scientifique, mais par rapport aux hypothèses de travail, c'est vrai que c'est un petit peu décevant, en fait, de ce point de vue-là, le rôle du moine, parce qu'on va dire, bon, on met un moine, ça va refroidir l'eau. Je vais dire, mais non, en fait, quasiment jamais. En fait, on met un moine, ça réchauffe l'eau quand même par rapport à celle d'entrée, mais selon des rythmes qui sont différents. Et il faut bien reconnaître que, par exemple, l'avantage, c'est que le moine, si on veut éviter des records, le moine a quand même tendance à lisser les records, à éviter que les très très forts réchauffements, il a plutôt tendance à les écrêter, comme il écrêterait une crue. Mais d'un autre côté, la sorte de respiration diurne naturelle du cours d'eau qui existait à l'entrée, eh bien le déversoir de surface, même s'il réchauffe, il garde ce cycle naturel de respiration avec le fait que la nuit est plus fraîche que la journée. Alors que le moine, en fait, il détruit cette respiration naturelle. Et il fait qu'à force de tout lisser, eh bien, il lisse aussi la chaleur et il n'y a plus cette respiration nocturne et c'est chaud aussi la nuit et c'est chaud aussi le matin, alors que dans le milieu d'un déverseur de surface, c'est le moment où ça refroidit. Et là, ce que je voudrais aussi dire, c'est que pour le coup, l'une des questions que j'ai eues précédemment était est-ce qu'il y a des comparaisons aussi avec la bibliographie internationale et d'autres? Eh bien, là, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une bibliographie importante sur le fonctionnement des lacs naturels. Or, un lac naturel, même un petit, hein, un lac naturel, comment il fonctionne? C'est rien d'autre qu'une contrepente qui a emmagasiné de l'eau et il y a de l'eau qui passe par-dessus la contrepente, en fait. Hein. Et donc, qu'est-ce qui ressemble le plus au fonctionnement d'un lac naturel? En fait, c'est un étang à déverseur de surface. Parce que quand l'eau elle est très haute, ça monte haut, et d'ailleurs, ce qui sort au niveau du déverseur de surface, c'est beaucoup plus épais. Quand le niveau il baisse en fin d'été et qu'il est très faible, c'est une toute petite pellicule qui sort. Mais dans un lac naturel, c'est ça, hein, le débit de sortie, il est beaucoup plus faible en fait aux basses eaux du lac. Et dans la bibliographie, on voit l'influence de cela. Alors, il y a un réchauffement parce que c'est de l'eau de surface, c'est vrai dans un lac naturel, c'est vrai dans un étang à déverseur de surface, mais il y a préservation des rythmes et en particulier de la respiration jour-nuit, alors que le moine, lui, il détruit cette respiration jour-nuit. Donc, c'est pourquoi, voilà, je pense que le moine, il faut faire attention. Je crois que c'est pas la panacée, que c'est pas miraculeux, même si dans un certain nombre de cas, ça apporte vraisemblablement, mais il faut savoir ce qu'on veut, ça apporte vraisemblablement certains bénéfices. Alors, pour continuer, merci beaucoup pour toute cette réponse. Pour continuer sur, je reprends une chose, c'est-à-dire que là, on parle de moines sur des étangs qui sont en barrage de cours. Oui. Donc, à partir du moment où on considère, puisqu'en Sologne, on a beaucoup d'étangs en tête de bassin, on considère qu'un moine donc, sur un étang en tête de bassin n'aurait a priori aucun intérêt. Je suis très objectif, comme tu t'en rends compte. Oui, mais ça, je le savais déjà. Non, mais en effet, alors là, tu engages la question, enfin, qui est absolument énorme, à dire vrai, et qui mériterait quasiment une autre conférence, une autre discussion d'ensemble. C'est pas du tout pour donner des idées à Quentin. C'est que merci, il est quand Quentin. même plus facile de parler d'impact quand on peut s'appuyer sur la référence classique qui est on connaît l'eau à l'entrée et il y a une eau à la sortie. Et bien entendu, un étang qui est sur source, un étang qui fonctionne qu'avec le ruissellement, un étang qui est en tête de bassin, on n'a pas cette comparaison. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, je dirais que, à mon sens, si on veut avoir des vraies réponses scientifiques, la meilleure solution, c'est celle qui a notamment été proposée par certains des intervenants précédents, qui est, et au fait, si ça sort d'une zone humide ou d'un marécage ou d'une singe qui est en tête de bassin, eh bien, en fait, comment est-ce que cela évoluerait? Et là, on aurait un vrai élément de comparaison. Mais malgré tout, pour ne pas botter en touche, je dirais que, toute chose égale par ailleurs, et vraiment en prenant des précautions, oui, je pense que tu as raison de dire que sur tête de bassin, mettre un moine, en fait, c'est encore moins utile a priori. D'autant plus qu'en été, d'ailleurs, on a très peu de surverse, mais en été, on n'a rien du tout. C'est-à-dire que les étangs baissent de niveau de façon très importante. Donc, de facto.
Merci Laurent pour tout. Merci beaucoup. Merci, Aude. Merci. Donc la parole est à Monsieur Fabrice Pierretti maintenant. Il faut activer votre micro pour parler. Oui, donc par rapport à l'administration, est-ce que s'il est prouvé que les étangs réchauffent des cours d'eau, est-ce qu'on aura risque pas d'avoir des soucis administratifs, on va dire? Ah bien, là, moi, en tant que scientifique, je dirais que je fais mes études avec toute la neutralité qui est la mienne. C'est-à-dire que j'essaye simplement de quantifier la réalité du réchauffement. Et je ne vous cache pas qu'en effet, les étangs réchauffent l'eau selon des valeurs et des modalités que je vous ai données. Après, le reste est en quelque sorte une interprétation de ces valeurs. Moi, je pense qu'il vaut mieux connaître la vérité, et après, le reste est subjectif. C'est-à-dire que si un propriétaire ou un gestionnaire ou une association ou des pêcheurs ou une administration dit ah, cette valeur-là, nous, on trouve que c'est beaucoup, ou bien si le voisin dit cette valeur-là, on trouve que c'est pas beaucoup, ou bien si l'administration dit cette valeur-là, elle est suffisante pour proposer en fait la destruction, ou bien que quelqu'un dit mais non, il faudrait que ce soit plus. Je dis pas que c'est pas mon problème, mais en tout cas moi ça ne doit pas m'empêcher de travailler. Mais alors là je vous rassure, en fait mes mesures, je pense pas qu'elles soient tellement prises en compte, parce que globalement j'ai quand même la forte impression que les autorités pensent que la vérité c'est un modèle mathématique, et que les vraies mesures de terrain sont inférieures à une simulation complètement théorique et abstraite faite sur des données Météo France. Donc je pense qu'il n'y a pas de toute façon beaucoup de risques. Moi la vérité je la donne, voilà, c'est ces chiffres-là qu'il faut prendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire c'est la vérité mesurée sur une vingtaine d'années, sur une trentaine d'étangs. Bien, oui. Technique, c'est intéressant. Merci. Maintenant, on a Sébastien qui aimerait prendre la parole. Oui, merci. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Ça marchait pas tout à l'heure. Oui. Merci pour cette conférence qui est intéressante, qui place plein de choses de manière objective. Moi, j'avais deux petites questions et une petite remarque. En fait, l'intérêt d'un moine, finalement, est-ce que c'est pas de pouvoir gérer plus facilement les abaissements et les opérations de gestion sur les étangs, pour avoir pu en gérer plusieurs? C'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant. Mes deux questions sont les suivantes. Est-ce que sur les cours d'eau qui sont soumis à dérivation, on peut supposer que le temps de séjour, du coup, dans le plan d'eau de l'eau est plus grand, et donc peut-être que l'échauffement sera plus long, plus important? Est-ce que vous avez pu mesurer dans les plans d'eau soumis à dérivation, du coup, des températures plus élevées que dans les plans d'eau qui sont traversés par un cours d'eau? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, elle est à une échelle un peu spatiale, un peu plus grande. On a bien compris dans votre conférence l'effet des mesures de température sur des plans d'eau en particulier, et des différences qui existent entre les aménagements. Mais à l'échelle du Limousin, on peut estimer, c'est l'échelle de l'Adréal, qui a à peu près 15 000 étangs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'influence, en fait, ou l'impact thermique à cette échelle-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous en avez une idée? Je ne sais pas du tout. Est-ce que de l'effet global que ça peut représenter, en fait, tous ces plans d'eau sur l'ensemble du territoire? Voilà. Est-ce qu'il existe des cours d'eau, finalement, ou des références qui ne sont pas influencées, finalement, par une mesure de quelque chose à un autre endroit? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. Concernant votre introduction, alors là, je suis complètement d'accord, hein. Évidemment, faisant ici une conférence sur les températures de l'eau, je ne parlais de l'influence du moine que sur la température de l'eau, mais je pense que son intérêt est bien plus grand pour bien d'autres domaines, et en particulier pour la gestion des niveaux, et aussi pour réussir les vidanges, je dirais, d'une manière beaucoup plus douce et maîtrisée. Et là, par contre, alors il y
y aurait aussi toute la question de l'oxygène dissous entre les étangs à moine et les étangs à déversoir. Donc alors là, sur la question de gestion des niveaux d'eau, je suis d'accord avec vous à 100%, et je pense que là, l'intérêt du moine, il est justement bien supérieur. Alors moi, je me contentais de parler de la température de l'eau. Alors, ensuite, la question sur le temps de séjour, ça, c'est vraiment l'hypothèse de travail que j'ai. C'est-à-dire que c'est ce qui me paraît logique. Donc moi, je voudrais lancer des recherches sur l'intérieur des étangs à dérivation. C'est ça que je poserais comme hypothèse de travail. Ce qu'il y a, c'est que les étangs que nous avons équipés jusqu'à présent étaient je veux dire ceux en interne, hein, avec des bouées, sont très majoritairement des étangs à déverseurs de surface et à moine. Et donc, de ce point de vue-là, l'alimentation, elle était pleine et entière en amont. Et pour les étangs à dérivation, eh bien, il faut bien le dire, que l'étang enfin les deux étangs de Chaillac, Moulins et Roche-Godon, qui sont officiellement à dérivation, enfin qui dans la pratique ne le sont quand même presque pas, parce que cette dérivation est dans un état tel qu'elle est quasiment non fonctionnelle. Et du coup, je manque vraiment de données là à ce sujet. C'est-à-dire que non seulement les étangs à dérivation, c'est ceux sur lesquels j'ai le moins de données, mais alors à l'intérieur là du plan d'eau, justement, c'est ce qui manque. Mais moi, je fais la même hypothèse de travail que vous là. Ça me paraît logique. J'espère avoir là encore la possibilité de le faire un jour pour confirmer ou infirmer. Alors après, comment peut-on extrapoler ou non? Ben oui, bien sûr, il y a des milliers et des milliers d'étangs dans la région. Les mesures que j'ai faites sont sur soit des étangs isolés, soit des étangs en chaîne, mais je veux dire, une chaîne, c'est aussi quelque chose d'isolé. Est-ce que l'on peut extrapoler à l'échelle régionale, avoir des généralisations? Bon, enfin, j'avais essayé de faire quelques petites choses en travaillant sur les aspects calorifiques, c'est-à-dire pas proprement parler thermique, mais calorifique, avec des questions de volume d'eau. Et pour ça, ben, ça apporte une deuxième variable tout de même, hein, qu'il faut prendre en compte tous les volumes. Donc non seulement le volume des étangs, mais le volume des cours d'eau. Alors, le volume des cours d'eau, avec toutes les stations hydrométriques, on en a une idée intéressante. Mais enfin, je rappelle quand même que les stations hydrométriques, elles sont quand même situées très en aval par rapport à beaucoup d'étangs. Et que du coup, il faut faire des calculs sur les débits en tête de bassin. L'administration officiellement le fait par une règle de 3, si elle en a besoin par rapport à la station hydrométrique, et c'est une première approche. Il faut voir si on ne pourrait pas l'améliorer. Donc je veux dire, même le volume d'eau des cours d'eau en tête de bassin, c'est quand même très peu connu. Le volume d'eau des étangs, encore moins, parce que il y a quand même les cartes bathymétriques d'étangs, on n'en a quand même pas beaucoup. Quand on connaît la profondeur de l'étang, c'est en général la profondeur maximale qui est estimée à partir de la hauteur de la chaussée. Et en fonction de la forme de l'étang, la marge d'erreur de passage, parce que pour calculer le volume de l'étang, il faudrait la profondeur moyenne, hein, donc on peut faire par exemple le Pmax divisé par 2, c'est souvent fait, mais enfin on a eu montré dans des recherches précédentes qu'on pouvait avoir des marges d'erreur de 40% quand on fait en fonction de la taille de l'étang, parce que l'étang, c'est pas une piscine, il n'y a pas des bords verticaux, il n'a pas un plafond horizontal, donc en fait, à force d'ajouter malgré tout des marges d'erreur, c'est quand même extrêmement difficile. J'avais essayé à une époque lointaine de faire une extrapolation, et on avait pondéré aussi en fonction du type d'étang, et là c'était la base de données de Pascal Bartou qui avait permis de dire voilà, il y a une influence type de l'étang à déverseur de surface, on va pondérer ça avec le nombre, la proportion d'étangs à déverseur de surface dans toute la région, la proportion d'étangs à moine, la proportion d'étangs à dérivation. J'étais arrivé à un réchauffement potentiel de peut-être environ 1 degré du réseau hydrographique Limousin. Mais bon, c'est pas que c'était une erreur de jeunesse, mais je pense que c'était quand même très fruste
comme estimation, et que, à force de cumuler les marges d'erreur, ça me semble particulièrement important, et c'est quelque chose qui reste à faire. Mais enfin, voilà tout de même un petit peu au moins la méthode pour y parvenir, et peut-être un résultat approché avec toutes les pincettes qu'il faudrait prendre. Sébastien, vous avez quelque chose à rajouter ou... Non, merci pour cette réponse qui est très, très complète. Merci. Parfait. Tout à l'heure, j'avais une question de Marès. Voilà, je vous donne la parole. Oui, l'eau et la teneur en la température et la teneur en oxygène de l'eau. À la sortie d'un déversoir, il y a une chute d'eau et cela permet peut-être de réoxygéner l'eau. Sur quel voilà le lien entre température et teneur en oxygène de l'eau. Oui, alors évidemment, il y a un lien qui est fort et qui est double, hein. On sait que plus une eau est froide, plus elle a la capacité de contenir de l'oxygène sur le plan physique, et plus une eau est chaude, moins c'est le cas, d'une part. Mais d'autre part, par rapport à cette règle physique, il y a la question biologique qui est qu'il y a d'une part la respiration et d'autre part la photosynthèse qui relâche de l'oxygène dans l'eau. Et l'influence de l'étang, c'est notamment qu'il y a un décalage, hein, parce que l'étang étant en général beaucoup plus riche en biomasse phytoplanctonique que le cours d'eau. Dans le cours d'eau, classiquement, le maximum d'oxygène dissous, en fait, il est en saison froide, parce que c'est le phénomène physique qui domine. L'eau, elle est plus froide, en plus le courant est plus fort, il y a une turbulence qui est plus importante. Donc c'est au moment de la saison froide qu'on a les teneurs les plus élevées, les saturations absolues les plus élevées en oxygène. Par contre, c'est vrai que dans l'étang, l'explosion phytoplanctonique printanière provoque une oxygénation de l'eau de surface qui est importante. Si bien qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un décalage, c'est pas au même moment, et que l'influence d'une eau d'étang, d'une eau stagnustre sur une eau fluviale va provoquer un décalage. Alors après, vous avez vous-même parlé d'un autre aspect qui est celui de est-ce qu'il y a une petite cascade de réoxygénation et autres dans les étangs, et dans certains étangs, et oui, bien sûr, ça peut jouer. Alors, ça, c'est tous les aspects théoriques qui sont bien connus, je veux dire, avec des équations qui font le lien entre la température de l'eau et l'oxygène dissous. Non, si dans votre question, il y avait aussi la question, est-ce qu'on a pris des mesures? Oui, beaucoup moins que les mesures de température de l'eau, parce que c'est des mesures manuelles. Mais oui, ça fait 20 ans qu'on prend aussi des mesures d'oxygène dissous, soit avec des oxymètres, voilà, des VTV classiques, soit avec des sondes multiparamètres. Et on a donc aussi un certain nombre de données d'oxygène dissous qui nous montrent quand même que de ce point de vue-là, il peut y avoir des télescopages dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'un déverseur de surface, s'il devient chaud, il diminue la température en oxygène parce que la capacité de l'eau est moindre, mais d'un autre côté, que s'il y a un maximum planctonique de rejet par la photosynthèse, ça peut donner on a des très bonnes valeurs d'oxygénation quand même parfois, hein. Donc là, et puis j'ai beaucoup moins de données. Mais voilà, les liens sont évidemment très importants entre température et oxygène, je veux dire ça clairement. Parfait. La dernière question sera pour Aude. Je vous en prie. Oui, merci Céline. J'en profite pour dire bonjour à Pascal qui est là aussi. Justement, je reprends un texte que vous aviez publié l'année dernière, que vous aviez partagé. Tout à l'heure, Laurent, tu as abordé l'oxygénation et les boues. Les boues aussi, toujours par cette question moine, bonde, ont toujours effectivement cet impact. Comment il serait possible de valoriser ces boues puisqu'elles ont un intérêt?
que certains ont pu, je dirais, utiliser. Maintenant, c'est souvent en cause. Comment faire la part des choses à ce niveau-là? Et toujours en voyant, bien sûr qu'il y a une question de réchauffement, mais entre système de vidange et utilisation de cette matière. Bon, alors, C'est un peu en hors effet, sujet, hein, je suis désolée. non, mais là, de toute façon, je serais forcément beaucoup plus court parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais sur lequel j'ai jamais eu l'occasion de travailler tous. Enfin, si, j'ai fait ma maîtrise dessus, mais enfin, c'est pour dire combien c'est loin, n'est-ce pas? Puisque ça s'appelait même pas un master, donc c'est pour dire le truc de dinosaure que je suis en train de sortir. Depuis, j'y ai jamais retravaillé directement, mais par l'intermédiaire d'un certain nombre de mes étudiants. Mathieu Carlini et puis d'autres personnes à Limoges. Bon, aujourd'hui Simon Caillé à Orléans, Éric Matelin, voilà, son nom me revient. Donc c'est une chose sur laquelle j'aurais pas vraiment de réponse. Enfin oui, évidemment j'ai des choses, mais enfin je veux dire comme je suis pas sûr, je vais pas les sortir devant 50 personnes. Pour la valorisation de ces bouts-là, bon, ben là, il y avait un projet à Limoges qui avait été quand même bien avancé par Marie-Ange Novak, et ça reste une piste pour le futur. C'est quand même un petit peu en stand-by. Il y avait bon, bien sûr, les bouts agricoles, il y avait toute une question des bouts thérapeutiques. Il y a un certain nombre de pays étrangers où les bouts peuvent être utilisés d'une manière curative. Ça a été considéré comme étant utopique par certains, oui, sans doute. Moi, je me dis que peut-être à terme, il y a quand même quelque chose à faire. C'est vrai que pour avoir quand même beaucoup travaillé avec des collègues roumains qui ont énormément travaillé sur des bouts de tout petits plans d'eau, hein, qu'ils appellent lacs, mais enfin qui ont la taille d'étangs, quand on voit combien ça s'arrache chez les Roumains pour les argiles sur par exemple les questions d'articulation, en fait, qui se mettent des argiles sur le coude ou sur le genou et autres. Je me dis pourquoi pas, il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est la tradition française n'est pas vraiment là-dedans, et je pense que ça dépend d'autres personnes que moi, mais on veut bien donner un petit coup de main, hein, si il y a des gens qui ont des belles idées là-dessus, et puis on attend avec impatience les travaux de Simon, bien entendu. Donc, ça voudrait dire d'une certaine manière que l'impact, je dirais, sur Exutoire n'est pas forcément négatif, parce que c'est quand même ce qui revient très souvent. Ah, mais une vidange bien gérée, et en particulier de ce point de vue-là, l'intérêt du moine, je le vois beaucoup plus que sur les températures, provoque, enfin, une vidange bien gérée peut faire qu'elle elle ne se voit pas beaucoup, hein, sur l'aval en ce qui concerne les bouts. Par contre, c'est vrai qu'un effet chasse avec une ouverture brutale et autres, bon, bah là, je dois reconnaître, hein, des dégâts, j'ai pu en voir, hein, sur le terrain aussi. Là, il y a vraiment une très grande différence en fonction de la gestion de l'étang, pour le coup, plus que dans d'autres domaines où je me dis que si on laisse faire des choses, la différence n'est pas si énorme. Dans le cas de la vidange, c'est vrai que la manière dont on gère la vidange me semble provoquer des différences très importantes, hein. D'où l'intérêt peut-être de mettre un filtre à paille comme les anciens faisaient, et ce qui évite justement cette problématique, et qui est un bon binôme avec le système de vidange par bonde. Nous, dans les vidanges qu'on avait suivies, c'est vrai que des bacs à décantation qui étaient bien proportionnés et autres, avec une sortie qui cassait bien le courant, tout ça avait donné des bons résultats. Quand on avait mesuré la turbidité en aval de bons bacs en décantation, ça avait été une bonne méthode. Et tu parles Bon, les filtres à paille, on en avait vu qui avaient été emportés, j'allais dire comme un fétu de paille. Bon, donc ça n'avait pas bien, mais voilà, il y a dans d'autres cas où, surtout si le ruisseau est petit, où ça marche mieux. Merci pour tout, Laurent. Parfait. Bon, la toute dernière question au CIVOP qui semble lever la main. Depuis tout à l'heure, je vois, mais... Voilà. Oui, bonjour Voilà. à tous. Merci, Monsieur Touchard, pour la conférence de ce matin.
Mais juste pour faire deux précisions importantes, qui à mon avis, c'est la notion de boue. Il ne faut pas parler de boue. Les boues, c'est négatif, c'est les déchets des steppes. Pour nous, chez nous, il faut parler de sédiments, parce que ce ne sont pas les mêmes réglementations. Et le deuxième point, c'est est-ce que l'administration est vraiment légitime à nous imposer de poser des moines, d'installer des moines sur la partie courant d'eau, c'est-à-dire la partie des eaux privées, le cours d'eau non domanial étant les eaux collectives. Voilà. Alors, concernant la question de vocabulaire, alors là, moi, aucun problème, parce qu'en tant que scientifique, je n'ai été formé que avec le mot de sédiment. Mais ça me pose personnellement pas de problème d'employer un terme plus commun hein, dans la population, qui est celui de boue. J'entends bien que, évidemment, les boues des stations d'épuration ont une certaine connotation. Voilà, donc bon, je veux dire, de toute façon, nous, dans les publications, on n'a pas le droit de parler de boue. Hein. Dans les publications, on est obligé, dans les articles scientifiques, on est obligé de parler de sédiments. C'est le terme scientifique. Mais voilà, moi, je ne suis pas plus choqué que ça, hein, qu'on emploie le terme de boue. Alors, la deuxième question, alors là, par contre, moi, je ne suis pas du tout juriste de l'environnement. Et alors donc, je ne sais absolument, je ne saurais absolument pas répondre à cela. Hein. Il est clair que chacun sa spécialité et ses compétences. Moi, je ne peux pas aller sur un terrain de droit de l'environnement. Je n'y connais rien. Et je suis désolé, hein, mais… Merci, tout à fait. Non, parce que la première observation, c'est que dans le Code de l'environnement, la notion de sédiment est dérogatoire par rapport à la notion de déchet. Et c'est ça qui est important, parce que l'administration a tendance à classer nos sédiments en boue, c'est-à-dire à mettre des réglementations, des autorisations, tout ce que… un millefeuille administratif. Voilà. Je vous remercie. Cette remarque, elle est passionnante, parce que dans d'autres domaines que je connais mieux, je vois bien toute la dérive d'avoir simplement employé un mot pour un autre qui, au départ, dans le vocabulaire normal, ne posait aucun problème et qui, à la fin, finit par en poser un, parce que juridiquement, tout à coup, il a un sceau de l'administration qui est différent de ce qu'il avait, non seulement dans le langage courant, mais je dirais même chez les scientifiques depuis des décennies, voire depuis des siècles, comme on a pu le montrer dans un article récent sur le terme de masse d'eau avec Pascal. Et le fait est que, bon, ça c'est aussi un débat qu'on a pu avoir avec Aude, tout à coup appeler un petit fossé de drainage un cours d'eau, bon ben voilà, ça c'est tout à coup une modification de vocabulaire. Je veux dire, jamais les géographes ont appelé rivière ou cours d'eau dire un petit fossé de drainage. Bon, si tout à coup ça devient officiellement un cours d'eau, je vois bien que ça change tout. Et alors, je dirais idem aussi pour un plan d'eau, avec tout à coup un seuil de 50 hectares qui apparaît, parce que c'est une automatisation des images satellites qui se fait plus facilement. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec un habitat lentique, avec une eau stagnante. C'est pas à 50 hectares que se passe quelque chose, mais tout à coup, ça devient en effet un terme de vocabulaire est transformé en terme administratif. Et voilà, on pourrait trouver un certain nombre d'exemples. Et alors là, oui, je suis très conscient en fait des problèmes que cela procure. Et évidemment, si c'est pareil entre sédiments et boue, ben, je vois très bien les problèmes que cela va causer. Oui. Bien, merci. S'il n'y a plus aucune question, on va pouvoir conclure. Dans la discussion de la réunion Teams, je vous ai mis les liens de notre site internet, de notre Twitter, de notre chaîne YouTube où on commence à diffuser les conférences qu'on réalise actuellement, et aussi le lien vers le site Helloasso, c'est-à-dire c'est là où vous pouvez adhérer à notre association ou même faire des dons. Et c'est aussi sur ce site-là, normalement, que vous vous êtes inscrit pour participer à la réunion. Donc voilà. En espérant vous trouver nombreux pour la prochaine conférence qui se déroulera normalement au mois d'avril par Monsieur Bartou. Oui, pour répondre à Stéphanie Hérault, il sera possible d'avoir la présentation. On enverra, il faut nous renvoyer un mail. Moi, je vais noter votre nom et on vous enverra l'enregistrement quand ça sera disponible.
Merci à tous et merci au professeur Laurent Touchard. Hein. Merci beaucoup Laurent pour cette belle présentation et on attend avec impatience la prochaine et on vous donnera la thématique donc aussi pour Pascal Bartou qui suivra. Mais en tout cas, merci de votre temps et de toute cette expérience qui est partagée avec nous. À bientôt tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci Céline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. À la prochaine. Céline, si je mets juste arrêter l'enregistrement, ça l'arrête. Ça Oui. enregistre. C'est bon, ça enregistre directement. Oui. Enfin, en fait, ça va t'envoyer un lien pour aller voir